L'ADN de la DGSE, c'est de travailler dans tout ce qui est clandestin. Notre but, que ce soit dans le domaine technique ou autre, c'est de rendre possible ce qui normalement est impossible. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes responsable technique au sein de la DGSE. On n'en dira pas plus. Que fait la DGSE ici à Vivatech, où vous avez un stand juste à l'entrée du salon? Alors ça peut être surprenant de voir la DGSE à Vivatech, puisque la DGSE c'est un service secret, et donc être à Vivatech c'est compliqué d'être secret. Et donc même si on a des dispositions particulières, c'est important pour nous d'être ici pour plein de raisons. D'abord c'est de faire comprendre ce qu'est la DGSE, à quoi elle sert, et notamment à tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent globalement nos missions à leur profit. Donc ça veut dire Direction Générale de la Sécurité Extérieure. De la Sécurité Extérieure. Et puis pourquoi Vivatech plus particulièrement? Parce qu'en fait nous avons énormément de partenariats techniques avec des labos, avec des startups, avec des grands groupes. Voilà, on a un tissu relationnel très développé avec tout ce qui se fait dans la tech en France. Donc c'est important pour nous d'être ici, et également de pouvoir expliquer un petit peu quels sont nos grands besoins, les grandes tendances de nos besoins dans le domaine technologique, que ce soit notamment tout ce qui est monde cyber, mais pas que. Donc pour nous, c'est vraiment un lieu privilégié pour pouvoir expliquer, échanger. Et d'ailleurs, vous le voyez sur le stand, il y a énormément de monde, et donc c'est assez agréable parce qu'on voit que ça attire, les gens sont curieux, et il y a des très très bons échanges. La technologie et la DGSE, c'est quoi? C'est comme dans le Bureau des légendes? Alors, il y a effectivement des morceaux comme le Bureau des légendes, mais ce qu'on voit moins dans le Bureau des légendes, c'est tout le travail de préparation et tout le travail de sécurisation de ce que nous faisons, puisque l'ADN de la DGSE, c'est de travailler dans tout ce qui est clandestin. Notre but, que ce soit dans le domaine technique ou autre, c'est de rendre possible ce qui normalement est impossible. Donc ça va toucher plein de domaines, ça va du quantique jusqu'au forensique, jusqu'à l'électronique. Donc il y a énormément de domaines. Pourquoi le quantique, pardon? Parce que le quantique, c'est quand même encore une technologie qui est relativement dans le futur. Et c'est pas tant le futur que ça, hein, si on regarde notamment ce que disent les startups françaises qui sont vraiment en pointe dans ce domaine, c'est que le quantique commence à devenir quelque chose de crédible. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout d'abord comment le quantique va être mis en œuvre à travers le monde, et également comment la France doit pouvoir s'en protéger, hein, donc tout ce qui est cryptographie post-quantique. Oui, parce que le quantique permet peut-être déjà de déchiffrer des messages qui jusqu'à présent étaient totalement sécurisés. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est l'un des défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Alors, on ne le fait pas tout seul, hein, on le fait au sein de l'État, on le fait avec l'ensemble du ministère des Armées, mais on est une des composantes et on contribue sur ces sujets, évidemment. Je vais poursuivre avec une question naïve. Est-ce que, comme dans le Bureau des légendes, vous pouvez entrer dans n'importe quel smartphone? Alors, évidemment, vous imaginez bien que je ne vais pas vous donner les détails, mais comme je viens de le dire précédemment, notre but, c'est de rendre possible ce qui n'est pas. Et donc, effectivement, on a des équipes qui travaillent sur la mise au clair de tout ce qui est chiffré. On a des équipes qui travaillent sur la mise en place de pièges, de balises. Et également, on travaille aussi à essayer d'atteindre la donnée là où elle est en clair, parce que c'est quand même le meilleur moyen de l'avoir non chiffrée. Alors, quand on va sur le site de la DGSE, ou même ici sur votre stand, on voit des offres d'emploi. Ça veut dire que vous recrutez, vous cherchez des talents. Alors, on recrute plusieurs centaines de personnes par an. Et notamment au sein de la direction technique et de l'innovation dans tous les domaines, dans le domaine cyber, dans le domaine informatique, dans le domaine des réseaux, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de tout ce qui est communication numérique, hyperfréquence, domaine radio au sens large, des chimistes également. Voilà, on a toutes les facettes de la science sont représentées chez nous, parce que c'est rarement un dispositif tout seul qui nous permet d'atteindre notre but, mais c'est la combinaison d'un certain nombre de solutions qui fait qu'on est efficace. Quel type de profil vous recherchez? Alors, on cherche avant tout des gens qui sont curieux, qui ont envie de servir leur pays, évidemment, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes liées au secret de notre activité, à la discrétion qui nous est imposée. Mais c'est des gens qui ont une aptitude à travailler en équipe, et puis évidemment qui ont les compétences dans le domaine pour lesquels ils sont recrutés, que ce soit, je le répète, en cyber, en informatique, en forensique, en crypto. Voilà, des gens qui ont un background académique et ou un background d'expérience antérieure dans une plus ou moins grosse entreprise, mais quelqu'un qui peut nous apporter à la fois des savoir-être et des savoir-faire.
Oui, il peut y avoir des hackers qui ne seront pas poursuivis par la justice chez vous. Oui, alors justement, les hackers, ça fait partie des gens qu'on recrute, comme vous le disiez, pour aller chercher les informations là où elles sont claires, là où elles sont plus facilement utilisables et exploitables. On ne va pas recruter des fous, on ne va pas recruter des gens dangereux, mais on va recruter des gens qui ont cette âme de hacker, donc à la fois la compétence technique et également un côté un peu fouineur, quelqu'un qui va essayer de trouver des modes opératoires pour rentrer là où normalement on ne peut pas rentrer. Mais j'imagine qu'il ne suffit pas de vous envoyer un CV pour être pris tout de suite. Ah si, on nous envoie un CV, le CV va être examiné, derrière, on va recontacter la personne. Ouais. Il y a un certain nombre de discussions ensuite sur les aspects de sécurité et les aspects sur la stabilité psychologique. Mais oui, les gens nous envoient des CV, les gens frappent à notre porte, les gens peuvent nous laisser ici leur CV s'ils le veulent. Nous dire qu'ils sont intéressés. On a un certain nombre d'initiatives justement pour montrer que c'est pas impossible de rentrer à la DGSE, qu'on soit civil, militaire, il y a de tout âge. Évidemment, femmes comme hommes. Il y a un métier pour beaucoup de personnes et les gens n'imaginent pas la richesse de nos métiers. Par exemple, on a même des gens qui font de la couture parce que si on fait des petits gadgets électroniques très bien pensés, il faut bien les cacher quelque part. Voilà, on a plein de métiers très différents. Vous recrutez même des couturières alors. Est-ce que vous arrivez à séduire par exemple des jeunes qui sortent d'école parce que on sait que dans ces milieux-là, dans ces métiers-là, on peut très vite avoir de très belles propositions, de très bons salaires, de très belles perspectives de carrière. Est-ce que vous pouvez offrir la même chose de la part d'un service public ? Alors, on a des salaires qui sont ce qu'ils sont, mais qui ne sont pas du tout déshonorants sur la place de Paris. En revanche, ce qu'on peut leur apporter en plus, c'est la question du sens. C'est de savoir qu'en venant chez nous, ils vont contribuer à renseigner nos autorités, à participer à déjouer des attentats, à dynamiser un certain nombre de pans de notre activité française. C'est peut-être moins ce qu'ils feront dans une entreprise privée, même s'il faut évidemment des talents dans les entreprises privées. Et souvent les jeunes, notamment les jeunes ingénieurs, sont attirés chez nous par à la fois les moyens techniques qu'on peut être amené à mettre en œuvre, les capacités de calcul par exemple pour les cryptomathématiciens, mais également le fait qu'il y a une excellence technique dans beaucoup d'équipes et donc ça les tire vers le haut. Donc ça veut dire que vous avez des moyens, vous estimez avoir des moyens que par exemple on ne trouvera pas forcément dans le privé en termes de puissance d'ordinateur. Oui, alors on a des moyens, je parlais des moyens de calcul, mais aussi des moyens en termes de réseau, ainsi de suite, qui sont considérables, que le contribuable français nous a donné. Donc on veille à ce que ça soit utilisé au mieux possible. Et puis on a aussi des moyens que nous donne la loi pour agir. Qui sont des moyens très contrôlés mais qui nous permettent d'exercer notre action dans des bonnes conditions. Comment être sûr malgré tout que vous n'allez pas trop loin ? Qu'est-ce qui me garantit que la DGSE ne va pas m'espionner moi par exemple ? Alors c'est une excellente question. Donc la DGSE a des pouvoirs exorbitants, vous l'avez compris, dans ses moyens et ses capacités d'action. Et en revanche, elle est parfaitement soumise au cadre de la loi de 2015 qui a bien cadré toute notre action. Et en particulier, on a la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, qui est dans nos murs au maximum tous les 15 jours et la plupart du temps, toutes les semaines, tous les 10 jours, pour contrôler que ce que nous faisons est conforme au cadre de la loi. Donc on est peut-être l'administration la plus contrôlée de France. En tant que citoyen français, vous pouvez être rassuré sur ce plan-là. Donc en principe, vous ne faites pas n'importe quoi, parce qu'on sait qu'il y a eu du passif aux États-Unis, la NSA, etc. Exactement, tout est parfaitement tracé. Ces traces sont à disposition de la commission de contrôle qui vérifie qu'on n'intercepte pas notre gendre, nos enfants, le conjoint. Donc tout ça est que chaque action très est motivée, s'inscrit dans Exactement. le cadre d'une mission particulière. Dans un certain nombre de cas cadrés par la loi, il faut une demande particulière. Cette demande donne lieu ensuite à un contrôle. Est-ce que la France, un pays comme la France, est aussi bien doté qu'un pays comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, etc. C'est compliqué de se comparer, notamment de se comparer aux plus grands, parce que par définition, chacun cache un peu ce qu'il sait faire et ce dont il est doté. Ce qui est clair, c'est que les pays comme les États-Unis, ils ont un budget et un effectif qui est dans un ratio de l'ordre de 10 ou 20. Donc c'est difficile de se comparer. En revanche, quand on regarde le ratio coût-efficacité, la France est plutôt bien positionnée puisque derrière les anglo-saxons qui sont un peu réunis
dans une communauté. La France arrive juste derrière, peu ou prou. Il y a Israël également bien positionné, mais on est dans le top 5. J'imagine que si je vous demande, est-ce qu'il y a des backdoors dans nos smartphones dont vous possédez les clés ? Alors ça, il faut demander plutôt, les backdoors, il faut plutôt demander aux fabricants de smartphones. Ouais. Il faut être conscient quand même que l'industrie, notamment asiatique, moi je ne peux pas vous la garantir, et que tous les pays essayent de trouver des failles dans tous les systèmes. Donc je peux vous recommander que la plus grande précaution dans l'usage de tous vos outils, mais ce n'est pas en raison de la DGSE, c'est juste en raison de la numérisation de tous nos modes de vie qui rend les choses parfois accessibles à l'insu de notre plein gré, comme dit le proverbe. Vous utilisez ce qu'on appelle des failles 0D, Bien sûr. Des failles découvertes qui sont vendues même sur des marchés parallèles. Bien sûr, on utilise tous les moyens à notre portée pour essayer d'avoir le coup d'avance, pour essayer d'atteindre nos cibles de la façon la plus efficace possible. Et c'est souvent la combinaison d'un certain nombre de capacités, puisque la DGSE, elle a des capacités techniques dans beaucoup de domaines, dans tout ce qui est interception radio, dans tout ce qui est cyber, dans tout ce qui est calcul. Et donc c'est souvent la conjonction de toutes ces capacités qui fait qu'on obtient un effet. Ce n'est pas juste une capacité seule, parce que sinon on est vite bloqué. Mais est-ce que vous pouvez provoquer une attaque vous-même pour déstabiliser ou je ne sais pas ? Nous, il faut bien comprendre qu'on agit sur commande du politique. Donc on va présenter à nos hautes autorités un certain nombre de moyens de réponse à ce qu'ils nous demandent. Dans ces moyens de réponse, il y a de l'entrave aussi bien physique que cyber. Et donc, en général, il y a un ou plusieurs scénarios qui sont proposés. Et ensuite, on a un aval politique pour les choses les plus sensibles, évidemment. Et tout ça a considérablement évolué, ne cesse d'évoluer à une vitesse phénoménale. Est-ce que vous qui êtes au cœur de tout cela, vous n'avez pas quelquefois un peu le vertige ? Alors les choses vont vite. En fait, nous, on est soumis à deux grandes injonctions. C'est d'abord la vitesse à laquelle évoluent les technologies, que ce soit les technologies de transmission, de chiffrement, on parlait du quantique, et également l'usage qu'en font nos cibles. Parce que les gens qui ont quelque chose à cacher, généralement, ne sont pas les derniers pour utiliser ces technos. Donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc on essaye de coller au plus près de nos cibles, et donc forcément c'est la raison pour laquelle par exemple on est là à Vivatech, c'est qu'on a besoin de s'entourer d'énormément de labos, de start-up pour venir nous apporter leur savoir-faire. Vous trouvez des choses intéressantes ici ? Les start-up françaises sont au niveau que vous espérez ? On a d'excellentes start-up, et souvent les start-up ne savent pas que ça peut nous intéresser. Donc c'est pour ça que c'est important aussi qu'on aille les voir, parce que l'usage que nous on voit d'un objet ou d'une solution n'est pas forcément celle qu'ils pourraient imaginer. Donc spontanément, ils ne vont pas forcément venir vers nous. Et c'est pour ça qu'au sein du ministère des Armées, on est aussi proche d'un certain nombre d'instances comme la délégation générale à l'armement ou l'agence d'innovation de défense, qui collectent aussi un certain nombre de ces pépites. Et on peut partager aussi avec eux la connaissance du tissu industriel. Charles, c'est vrai qu'on a envie de vous poser plein de questions auxquelles on sait que vous ne répondrez pas forcément malheureusement, mais ce qui fascine, c'est cette capacité pour recueillir du renseignement, d'entrer dans des réseaux, d'entrer dans des terminaux, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les services de renseignement d'une manière générale se livrent à des activités, font des choses qu'on n'imagine même pas ? Alors, je vais juste vous faire témoignage de ce que je vis au quotidien. Ça fait quand même de nombreuses années que je suis à la DGSE. Et il ne se passe pas une semaine sans que je me dise « Waouh, on a fait ça ou on sait faire ça ». Voilà. Donc moi, qui suis pourtant un ingénieur plutôt grisonnant et expérimenté, j'arrive toujours à être impressionné par ce que font nos équipes. Donc oui, je vous confirme qu'on fait des choses absolument fantastiques à la DGSE. Et c'est parce qu'on a à la fois les bons talents, le bon état d'esprit, le travail en équipe et une grande forme d'inventivité. On ne s'interdit rien, on n'a peur de rien. Simplement, on a des cibles, et la question, c'est pas est-ce qu'elles sont atteignables ou pas, c'est comment on les atteint. Merci beaucoup, Charles. Ce sera votre nom pour cette interview. Merci beaucoup. Je rappelle que vous représentez la direction technique de la DGSE. Merci à vous.